Je tenais absolument à recevoir l'ami Noam Anouar parce que je suis en train de lire ce livre, Le côté obscur de la force de Vincent Nouzir, chez Flammarion. C'est une maison mainstream, mais le livre est intéressant. Il s'appuie sur une longue enquête avec des entretiens, des révélations. Noam, si vous ne l'avez pas lu, je le remontre, lisez-le. C'est très instructif parce que Nouzy a eu accès à des informations d'insider au sein de la police et notamment il ouvre son livre sur de grandes révélations sur la prolifération d'écoutes, on va dire, d'espionnage individuel à l'occasion des Gilets jaunes. Et ce qu'il dit, c'est qu'en réalité, le mouvement des Gilets jaunes a été une espèce d'aubaine. Alors, il ne dit pas, c'est pas de complotisme, il ne dit pas que les services ont organisé les Gilets jaunes, il dit simplement que les Gilets jaunes ont donné l'occasion à la police de pouvoir beaucoup solliciter les autorités judiciaires, la fameuse Commission nationale des écoutes, je ne sais plus comment elle s'appelle, la CNCTR. Elle a changé de nom plusieurs fois, effectivement, oui. Elle a changé de nom plusieurs fois. Et donc, il dit ça a été l'occasion pour les services d'espionnage qui avaient été, d'une façon ou d'une autre, un peu mis à rude épreuve par Nicolas Sarkozy et sortis du champ politique les services d'espionnage en ont profité pour se remettre à écouter les opposants et en plus ils ont fait de l'excès de zèle, c'est-à-dire que il y a eu un nombre extraordinaire de demandes de surveillance, alors de géolocalisation, de pose de caméras, de vidéos, d'écoute des téléphones. D'arrestations préventives pour éviter que les gens n'aillent manifester, on l'a vu plusieurs fois à l'époque. Et notamment, ce qu'il dit, c'est que la CNCTR était sollicitée le vendredi soir pour, en urgence avec 200 demandes parfois qu'elle n'avait pas réellement le temps d'examiner avec juste crainte de troubles à l'ordre public et hop, on mettait sous surveillance pendant 3 mois, 4 mois des gilets jaunes qui étaient parfois monsieur et madame tout le monde. Donc je me suis dit, Noam qui a connu cette période et qui c'est à peu près tout qui nous en a déjà parlé. Noam, je tiens vraiment à redire l'importance, je la souligne parce que je sais que c'est un sujet ingrat pour les auditeurs, mais je souligne ce point. Euh, vous m'avez donné une très importante interview. Je dis aujourd'hui, je vais remettre le lien en dessous sur les techniques de contrôle de l'influence ou de contrôle des dissidents par les services secrets, de contrôle par l'infiltration et la création d'infiltrés. Je dis aux gens, regardez cette vidéo, elle est essentielle pour comprendre le monde contemporain. Je On crois a qu'elle même deux interviews ensemble, en fait, dont la première est très en rapport avec ce qu'on est en train de dire. Alors, je crois que la deuxième a fait des centaines de milliers de vues sur TikTok. C'est pas moi Oui, qui tout à l'ai fait. qui l'ai posé. Oui, J'en oui, profite pour absolument. dire, si vous reprenez des extraits de mes vidéos, citez-moi quand même parce que c'est qu'on travaille pas pour rien. Et donc, je voulais que vous nous disiez, Noam, est-ce que vous confirmez ce que dit Nouzy, à savoir que le mouvement des Gilets jaunes a été l'occasion d'une prolifération de l'espionnage individuel? Bien sûr, alors, pas que. Alors, moi, j'étais plus en poste au renseignement au moment de la crise des Gilets jaunes, mais j'ai été complètement, je dirais, concerné par ce sujet, puisque j'étais syndicaliste policier à l'époque et que j'ai, au hasard de mes compétences et de mon expérience professionnelle, la connaissance de l'envers du décor, c'est-à-dire de la façon dont ces choses-là sont décidées. J'ai appris incidemment, après tout ça, que, en ma qualité de délégué syndical d'une organisation policière, j'ai été moi-même la cible d'une interception de sécurité qui a été ordonnée par la DRPP, au cours de laquelle une conversation est apparue, j'en ai parlé lors de notre première interview, entre moi-même et un responsable gilet jaune. Et ça a été l'occasion de la déshabilitation de deux fonctionnaires du SRT 93 qui ont été radiés tout simplement par un retrait d'habilitation secret défense parce que leur nom a été cité pendant la conversation. Voilà, donc je l'ai signalé à l'IGPN et l'IGPN a fait, qui est en réalité une farce, hein, bien entendu, a fait mine de se décharger de ma demande en la redirigeant vers la DRPP, service que j'accusais, que je ciblais par mon accusation. Donc, effectivement, bon, Mais ils ont alors, fait, ils font attendez que les les gens imbéciles. comprennent parce que vous allez très vite. Vous les Oui. accusiez de quoi dans cette direction? Vous reprochez quoi Alors, à cette il faut direction? savoir que
ce dont vous parlez, c'est-à-dire ce qui est contrôlé par ce que vous appelez la CNCTR, à juste titre, qui s'appelait à l'époque la CNCIS, la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Interception de sécurité étant le mot savant qui parle des écoutes, mais également des surveillances Internet, etc. Alors, on le Donc, redit pour que ce soit clair, les surveillances Internet, parce que les gens ne savent pas, puis parfois ils savent, mais il faut leur remettre le. On pose, c'est seulement, on écoute les conversations téléphoniques, mais ça, c'est l'époque des fils de cuivre et c'est à l'ancienne. On pose des caméras devant les domiciles ou parfois dans le domicile. On pose dans des les micros, voitures également, on met des balises GPS pour suivre les gens et on suit le balisage des téléphones, c'est-à-dire qu'on sait qui va où voilà. et qu'est-ce À qu'il y a la d'autre différence comme près, technique d'écoute. Alors, à la différence près, les techniques sont exactement les mêmes que pendant les écoutes judiciaires, sauf que cette commission, elle contrôle les écoutes administratives, parce que les écoutes administratives, elles ne sont pas ordonnées par un juge, elles sont ordonnées par l'autorité administrative, qui est donc en réalité l'exécutif. Hein. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est normalement assez sensible. C'est pour ça que cette instance, qui est censée être une instance de contrôle, est présidée par un magistrat, et elle est composée d'un certain nombre de parlementaires élus par le peuple qui sont censés de façon neutre, défendre les intérêts du peuple qui les a élus, justement, et garantir la neutralité dans le jugement, justement, dans l'évaluation des demandes qui sont faites par l'administration et donc l'exécutif, hein, parce que c'est derrière l'administration, il y a le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Finance pour les douanes et naturellement le ministère de la Défense pour les services de renseignement de l'armée. Donc voilà. Donc donc pour le coup, effectivement, alors la période des gilets jaunes a connu quelques dérapages, pas parce que tout finit par se savoir. Donc moi, il se trouve que incidemment, je fais partie des personnes qui ont été ciblées parce que j'avais à ce moment-là une relation assez dense avec un certain nombre de responsables gilets jaunes. J'avais également un certain nombre de relations avec la presse. Donc, alors, il faut savoir que l'espionnage des syndicalistes, des personnalités politiques, des leaders associatifs et des journalistes est strictement interdit en France. Donc, moi, naturellement, j'imagine bien que la DRPP s'est servi de mon islamité pour prétexter la surveillance administrative, alors que ça fait plus de 15 ans que je n'ai pas mis les pieds dans une mosquée, mais je ne sais pas, bon, vous savez, ce sont des gens qui mentent au gré de leurs besoins et de leurs petits arrangements. Donc, bon, je ne peux pas gagner face à ces gens-là. Ils ont les moyens de l'État derrière eux, hein, donc soyons réalistes et honnêtes. Mais effectivement, ils ont déguisé finalement des modalités et des décisions qui sont dignes de la Corée du Nord ils les ont habillés finalement d'un habit démocratique en disant, bah voilà, Noam Anwar est islamiste, il est musulman, il est bon, je sais pas quel genre, pardon, de saloperies ont figuré dans le dossier, mais la réalité des choses, c'est que j'ai été espionné en ma qualité de délégué syndical pour que l'État puisse se tenir au courant de mes invitations dans la presse, parce que j'étais avec d'autres un réel contre-pouvoir face aux syndicats de police qui étaient manipulés par la place Beauvau, hein, et qui défendaient l'intérêt justement du ministère de l'Intérieur à ce moment-là. Et naturellement, alors je ne suis pas le seul, on a appris par la presse également, par une fuite, que le journaliste à l'époque Taha Bouafs, au moment de l'affaire Benalla, avait également fait l'objet d'une demande d'interception de sécurité qui a été refusée par la commission. Mais la DRPP, hein, il s'agissait toujours du service de la préfecture de police, a demandé, après l'affaire du théâtre, hein, si vous vous souvenez, où Taha Bouafs avait été s'était trouvé dans le même théâtre qu'Emmanuel Macron et ça avait été, suite à un tweet, un théâtre de manifestation par la suite. Donc, la DRPP a voulu mettre Taha Bouafs sous interception de sécurité pour essayer de savoir qui l'avait renseigné justement sur la présence du président de la République ce soir-là au théâtre. Voilà. Donc, Alors, ce parce que sont donc finalement. j'en profite pour dire deux choses. C'est que ce que dit Nouzi, c'est que les gilets jaunes ont été à cliquer, c'est-à-dire qu'une fois que les services ont demandé à surveiller tout le monde, ils ont continué, a fortiori durant le Covid, où il y a eu une continuation de la politique des coûts généralisés. Mais quand vous dites ça, par exemple, Tahabouaf, il décide de surveiller Tahabouaf, ou vous, quand il décide de surveiller vos passages médias, de les anticiper, comment ils font concrètement pour savoir quels médias vous invitent, à quelle heure vous y allez, quel jour, etc.
Bah, alors, les interceptions de sécurité sur le téléphone portable permettent d'écouter en temps réel vos conversations téléphoniques, vos SMS, mais également se connecter à votre adresse mail, c'est-à-dire par la synchronisation de vos mots de passe, etc., sur votre compte Google, par exemple. Et donc, alors, il y a aussi, contrairement à ce que pensent un certain nombre de personnes dans l'opinion publique, la possibilité d'accéder à vos messageries cryptées. Alors, ça se fait par des processus un peu sophistiqués, hein. C'est-à-dire qu'on peut, quand vous recevez votre demande de confirmation SMS et on vous envoie un mot de passe à 6 chiffres, eux, ils l'ont en temps réel aussi et ils peuvent se connecter. Et ils ont des backdoors qui justement, empêchent toute notification sur votre appareil et ils se connectent en même temps que vous, hein. Donc voilà, et puis il y a aussi la sonorisation, vous l'avez dit, physique de votre véhicule qui permet d'écouter vos conversations, de votre domicile également. Et aujourd'hui, on a même la possibilité quand votre téléphone est complètement désactivé de toute activité, hein, d'écouter, d'activer votre micro à distance et votre caméra pour vous espionner clairement. Donc tout ça dans le cadre administratif, sans aucun contrôle judiciaire. Alors théoriquement, le contrôle judiciaire, il provient justement de cette fameuse commission qui est présidée par un magistrat, mais je pense qu'il ne faut pas surestimer à la fois l'indépendance de ces magistrats, malheureusement. Autrement, moi, j'aurais jamais pu être écouté. Mais en même temps, aussi leur charge de travail, c'est-à-dire que les assommer par des montagnes de dossiers, parce que normalement, c'est un contrôle hebdomadaire, hein, l'interception de sécurité. Donc, le fait de les assommer par un volume de travail important, bon, bah, on écrit 2 ou 3 baratins, 2 ou 3 recettes, comme ça, en potion magique, où on dit, par exemple, de Tahabouaf qu'il est en relation avec l'islamisme radical, qu'il est manipulé par un État étranger. Alors, dans les prérogatives du renseignement territorial, on a aussi les violences urbaines. Donc, comme on a eu un théâtre de violences urbaines autour des Gilets jaunes, bah, ça a été, à mon avis, l'occasion justement de tout valider, hein, puisque les services de renseignement ont dans leurs prérogatives la lutte contre les violences urbaines. Donc bon, on sait que les moyens du contre-terrorisme ont été utilisés pour la répression des Gilets jaunes. L'État a eu peur. Les Gilets jaunes, c'était cette fameuse... Alors, je vais citer le nom d'une personnalité radioactive, mais j'avais regardé Alain Soral à son époque, à son époque de fréquentabilité, quand il était invité chez Ardisson, et il disait un jour, il faudra organiser la Beauf Pride, c'est-à-dire celle des postiers, des laitiers, des ouvriers du bâtiment, qui vont revendiquer justement leur appartenance à la France au même titre que d'autres minorités. Et il parlait de Jean-Marie Bigard pour la présider à l'époque. Bon, la Beauf Pride, c'était effectivement la crise des Gilets jaunes. Ces gens qui ont voulu se manifester à travers leur normalité, tout simplement. Et donc, elle est arrivée, elle a fait extrêmement peur à l'État au point qu'on a eu des députés de la République qui ont mis en garde les manifestants sur les sommations de l'armée. On a dit, bon, bah, la police est dépassée, on va mobiliser l'armée pour protéger l'Élysée et Matignon. Et il y aura 3 sommations et l'armée sera obligée de tirer sur les manifestants si les manifestants n'obtempèrent pas. Voilà, moi, il y avait Claire au Petit, pour ne pas la nommer, qui avait tenu ce discours sur les plateaux télé. On a Pascal Praud qui avait sorti son Larousse sur le plateau en disant bah, je regarde la définition du mot terrorisme et ça colle comme un gant, ça sied comme un gant aux gilets jaunes. Ce sont des terroristes en puissance. Donc, en fait, on a préparé l'opinion publique à l'utilisation des moyens du contre-terrorisme pour lutter contre un mouvement finalement de manifestation populaire qui n'avait rien à voir avec le terrorisme. D'ailleurs, on a aussi recruté, je l'avais déjà dit, alors avant, en amont, comment dire, des responsables gilets jaunes pour canaliser justement Alors certains hein, étaient des agents des services de renseignement, d'autres ont été recrutés par la contrainte par la suite, c'est-à-dire qu'on les a assommés avec des contraventions des procédures judiciaires et les agents les ont approchés par la suite pour justement leur proposer des compromis, hein. Donc voilà, il y a eu tout ça. Moi, je sais que j'ai participé à quelques manifestations gilets jaunes, notamment à Bobigny. J'étais également devant le Sacré-Cœur. J'en avais fait quelques-unes, comme ça j'avais fait la manifestation des soignants, et j'ai été à un moment alerté parce que j'ai été photographié par un homme d'une quarantaine d'années d'origine maghrébine. J'étais avec une amie, il a dit ah bah, je vous aime bien, est-ce que je peux vous prendre en photo? Il m'a pris en photo et je l'ai revu à Bobigny en train de filmer tous les manifestants un à un. Donc à un moment, j'ai envoyé un message sur Twitter en disant bon, j'ai compris ce qui s'était passé, c'est-à-dire que l'État n'avait pas eu le temps de recruter des agents en prévision du mouvement des Gilets jaunes. Et ils ont utilisé leur vivier de sources disponibles, qui était à la base dédié à la surveillance de l'islamisme radical, donc des Maghrébins et des Africains, mais plutôt des Maghrébins, pour surveiller le mouvement des Gilets jaunes. Donc moi, alors, je suis du métier.
dès que je voyais un Maghrébin on va dire relevant d'une attitude suspecte dans les manifestations de Gilets jaunes, quelqu'un qui n'avait pas de conscience politique, qui était là plutôt pour de l'opérationnel, qui prenait des photos, qui écoutait, qui laissait traîner ses oreilles, j'avais une suspicion. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé puisque le Média TV avait diffusé à l'époque une conversation entre un manifestant à Metz, donc c'était le renseignement territorial de Metz. Le manifestant était donc un agent, il était traité par le RT Metz et alors son traitant, c'est-à-dire le fonctionnaire de police, l'avait appelé au téléphone, ce qui est une faute de sécurité, et lui avait dit tu as intérêt à me ramener les informations, sans quoi on va me remettre dans le charter. Donc, du coup, le Média TV avait diffusé cette conversation téléphonique qui avait été enregistrée à l'insu du fonctionnaire de police. Et donc, ça montrait bien qu'il y avait une vraie pression sur les services de renseignement pour surveiller le mouvement des Gilets jaunes à l'époque, qui a été d'ailleurs réprimé. Hein. L'État a gagné assez rapidement dans une action coordonnée entre la presse, les services de l'État, la politique, l'opposition contrôlée. On les a fait passer pour des antisémites dès la première semaine, pour des agresseurs, pour des gens qui empêchaient le bon travailleur de se rendre sur son lieu de travail, qui entravaient la circulation. Pour des casseurs, on nous montrait, je me souviens sur les Champs-Élysées, un homme en train de pleurer parce que son kiosque avait été détruit et brûlé. Hein, je crois que c'était au niveau de l'avenue de Matignon. Il pleurait en disant ça y est, ma vie est détruite, ma vie est foutue. On a détruit mon kiosque qui était plein de magazines et plein de journaux. Bon, le Fouquet's, etc. Donc, vous voyez, y a eu des moyens de propagande, des moyens de Ouais. contre-espionnage, de lutte antiterroriste, des moyens d'ordre public, l'armée. Donc, ils ne pouvaient pas gagner, en Ce fait. qui C'était serait perdu top, d'avance. c'est que on refasse une interview, Noam, sur comment, quelle stratégie l'État et surtout la police, puisque c'était la police qui, au fond, a sauvé le régime au moment des Gilets jaunes. Très bien qu'on fasse une interview consacrée dédiée à ça, qui est quels moyens la police a utilisé au sens large, y compris ce que vous venez de dire, la presse, les infiltrés, etc., pour casser le mouvement des Gilets jaunes, puisque là, nous allons rentrer dans la campagne des européennes. Et je me souviens de la façon dont, enfin, des différentes techniques qui ont été utilisées pour empêcher les Gilets jaunes de déposer une liste, sauf celle financée par Governatory, avec Francis Lalanne à sa tête. Les trois autres listes ont été neutralisées. Vous êtes d'accord, Noam, pour qu'on refasse une interview très prochainement sur le sujet? Avec plaisir et n'oubliez pas, surtout puisque vous avez présenté un livre en début d'interview, que j'ai également, que je suis l'auteur de ces deux ouvrages que vous trouvez sur toutes vos plateformes. Voilà. Achetez les livres de Noam. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.